Bien, à mon tour de vous remercier. Un grand merci pour votre invitation, pour me donner le plaisir de revenir dans un amphithéâtre pour la première fois depuis, je crois, 6 mois. Et merci aussi, je suis d'autant plus heureuse de cette journée qu'évidemment une partie des questionnements dont je vais discuter aujourd'hui sont liés à vos travaux extrêmement inspirants pour les historiens d'art. Alors, je commence. Dans un entretien donné en 1994, Raymond de Moulin exposait en ces termes les méthodes de travail développées depuis les années 1960 autour de son principal objet d'étude, la constitution des valeurs artistiques. Elle disait « Les méthodes que j'utilise combinent la connaissance approfondie du milieu, qui restitue le point de vue indigène, et le recours non seulement aux méthodes ethnographiques, mais aux méthodes proprement sociologiques, enquête par questionnaire et analyse statistique. » Restituer le point de vue indigène. Alors je voudrais m'arrêter une seconde sur cette expression, une expression qui évidemment prête à sourire, tant au lecteur d'aujourd'hui, elle ne peut qu'évoquer un regard un peu surplombant, voire colonisateur du chercheur à son champ d'étude. Et pourtant, derrière cette expression se cache ce qui est pour moi l'un des apports les plus décisifs de la sociologie de l'art à l'histoire de l'art. Et des rapports à la fois stimulants et frictionnels que ces deux disciplines peuvent entretenir encore aujourd'hui. Car au rang des indigènes, Raymond de Moulin compte non seulement les marchands, les critiques ou les conservateurs de musées, mais aussi les artistes eux-mêmes et elles-mêmes. Associer les artistes à la réflexion sur la valeur marchande de leur travail, voilà qui semble une évidence, mais qui pourtant ne l'était pas pour les historiens d'art de l'époque et pose toujours de réels problèmes lorsque l'on se saisit de cette question du point de vue de l'histoire de l'art. Pierre Bourdieu, on le sait, a interprété cette inaptitude de l'histoire de l'art à penser ensemble l'artiste, l'œuvre et le marché, donc encore au début des années 1970, comme le signe d'une discipline encore portée à l'hagiographie. Le problème, à mon sens, est encore plus épineux et résulte certainement d'une longue histoire d'exclusion de l'artiste du processus de vente de ses productions. On se souvient que sous l'Ancien Régime, déjà, l'Académie royale interdit à ses membres de tenir boutique et donc de faire commerce de leurs œuvres de manière visible. La figure de l'artiste qui s'élabore alors, en arrimant la noblesse de la pratique artistique au détachement vis-à-vis des pratiques commerciales, conduit de fait à retirer aux artistes une partie de la maîtrise de la vente de leurs produits. Au XIXe siècle, alors même que le poids de l'Académie et des grands mécènes décline, pour laisser place à un marché privé florissant, c'est la même construction idéologique qui justifie que ce marché ne saurait être pris en charge par les artistes eux-mêmes, mais doit échoir à des intermédiaires, les marchands. Encore une fois, les artistes sont dessaisis ou se dessaisissent du destin économique des produits de leur travail, pour laisser d'autres qu'eux maîtriser les savoirs et les pratiques économiques qui les concernent. Penser ensemble le travail créatif de l'artiste, d'un côté, et la mise en vente de ses œuvres de l'autre, continue d'être un défi pour les historiens. Le travail de l'artiste d'un côté, le marché d'échange des produits de son travail de l'autre, sont souvent traités implicitement comme deux domaines bien distincts. L'un tient à la création, au sein duquel l'artiste est central, l'autre à la réception, dont l'artiste est peu ou prou absent. Les études sur le marché de l'art se concentrent le plus souvent sur les figures de marchands, de collectionneurs, d'experts, de commissaires-priseurs ou de critiques. Réussir à penser ensemble création et marché reste, à mon sens, un défi pour l'histoire de l'art en particulier. Dans cette présentation, j'aimerais revenir sur la manière dont les artistes ont revendiqué de prendre en main ou de reprendre en main les savoirs et les pratiques économiques liées au marché de l'art, pour les mettre au service de la création. Il s'agit ici de considérer l'apport des artistes non comme un simple point de vue, mais comme une forme de savoir, un savoir profane de l'artiste sur l'économie de son travail, un savoir susceptible d'entrer en dialogue ou en conflit avec le savoir expert du marchand, mais aussi de l'économiste, du sociologue ou de l'historien. Dans la première partie, je discuterai de la manière dont les artistes ont réagi au développement de savoirs experts sur le marché de l'art. Dans la deuxième, j'étudierai des exemples de dispositifs de construction de prix alternatifs qui intègrent production et échange. La troisième partie fera office de conclusion
et réfléchira sur les savoirs profanes développés par les artistes sur la valeur de leur travail. Si c'est bien d'un savoir économique qu'il s'agit, et non d'un simple point de vue, quelle sorte de savoir est-ce et comment, éventuellement, cela affecte-t-il notre propre production de savoir ? Bien avant que les savoirs experts sur le marché de l'art ne prennent une forme universitaire, avec les travaux pionniers de l'économie et de la sociologie de l'art dans les années 1960, de nombreux outils d'analyse s'étaient déployés qui montraient déjà un fort effort d'objectivation des connaissances sur le sujet. Dès les années 1910-1920, comme l'a retracé Léa Saint-Raymond dans un article, apparaissaient les premiers annuaires de cotes d'artistes, regroupant pour chacun les prix d'adjudication atteints en vente aux enchères, calqués sur des outils quantitatifs d'analyse des marchés financiers qui étaient apparus quelques années auparavant à l'usage des investisseurs en bourse. Tout comme les classements et indices d'aujourd'hui, en prétendant décrire des phénomènes, ces outils ont évidemment contribué à les produire. Avec ces annuaires, la notion de cote d'un artiste prenait toute sa réalité pratique et non plus seulement métaphorique. Sans surprise, la réaction des artistes sur ces outils d'expertise du marché fut en général franchement négative. Vassili Kandinsky, dont on se souvient qu'il fut lui-même formé en économie et fut même brièvement le titulaire d'une chaire de professeur en économie politique avant de devenir artiste, publia en 1939 un long article intitulé « La valeur d'une œuvre concrète ». Il y critiquait vivement les méthodes alors communément utilisées pour estimer la valeur et le prix des œuvres. Il concluait « Quant à moi, je suis heureux de savoir qu'il n'existera jamais de mesure scientifique de la valeur en art. En effet, ces mesures présenteraient un nouvel obstacle à nos efforts pour comprendre l'art. » Il ne s'agissait pas pour Kandinsky de rejeter en soi l'idée que l'art puisse être objet de connaissance, et notamment d'un point de vue économique. L'artiste s'efforçait plutôt de dénoncer les conséquences d'une approche quantitative de la valeur artistique qui, selon lui, devait s'avérer néfaste, non seulement pour l'appréciation de l'art, mais même pour la création, en poussant les artistes à anticiper les critères de valeur fixés. Dans les décennies qui suivirent la Seconde Guerre mondiale, les outils quantitatifs d'analyse du marché connurent une expansion considérable, marquée par 3 caractéristiques principales. Premièrement, ils prirent une dimension résolument visuelle. On passait des tableaux de chiffres au graphique. La cote de l'artiste s'incarnait visuellement dans une ligne, si fallacieuse soit-elle, scientifiquement parlant, puisqu'une ligne continue se substituait à la succession d'un petit nombre de ventes distinctes d'objets différents. Les représentations graphiques de données s'ajoutaient, voire se substituaient aux reproductions d'œuvres d'art dans les parutions généralistes et spécialisées. Une assimilation visuelle très remarquée à l'époque. Deuxièmement, ces outils gagnaient en ambition à mesure qu'on passait de la simple mise en forme de données brutes à des outils plus sophistiqués d'analyse de ces données de marché. C'est ce qu'Annie Verger a appelé l'invention du palmarès dans la deuxième moitié des années 1950, la vogue pour les classements, indices et autres instruments de mesure permettant aux acteurs du marché de confronter valeur réputationnelle et prix. Troisièmement, la prétention scientifique des discours sur le marché de l'art connut une accélération à mesure que les acteurs de terrain, comme les commissaires-priseurs, laissaient la place sur ces questions à des acteurs extérieurs au champ de l'art, des analystes financiers d'abord, puis des universitaires, donc économistes et sociologues. Parmi les artistes, les discussions sur la valeur et le prix des œuvres prirent une actualité sans précédent. Dans les années 1960 et 70, de nombreux articles, manifestes et entretiens abordèrent la question, dans une dimension qui était à la fois positive et normative. Comment les prix des œuvres d'art devraient-ils être déterminés, se demande ainsi l'artiste Ian Byrne dans un article paru en 1975 intitulé « Pricing Works of Art ». Avant de commencer à répondre à cette question,
il nous faut envisager la manière dont les prix des œuvres sont actuellement déterminés. S'il est évident que ces débats s'inscrivaient dans le cadre plus large de la forte politisation des artistes de cette période, la teneur de ces discours est loin de relever d'une simple posture anticapitaliste. Elle démontre une maîtrise fine de l'état des connaissances sur le marché de l'art à cette date. Ainsi, Ian Byrne place-t-il son analyse de la formation des prix de l'art au cœur d'une réflexion sur les droits de propriété artistique. Que vendons-nous lorsque nous vendons quelque chose en tant qu'œuvre d'art? C'est un point crucial. Nous vendons certaines formes de droits sur une propriété particulière. Convenir d'un prix devient ainsi un moyen de fixer un standard ou un critère pour l'allocation de ces droits à ce qui, selon ces droits, fait office d'œuvre d'art. Poussant la logique conventionnaliste sur le terrain pratique d'un artiste cherchant à vivre de son art, Byrne poursuit. Cela a pour effet immédiat de diviser les arts en fonction de leur mode de marchandisation. Pourquoi? Parce que les œuvres des beaux-arts, peinture, sculpture, etc., sont, parmi les arts, les seuls directement susceptibles de se prêter à un système de propriété privée. Cette division définie par le marché a des répercussions immenses sur les différentes classes d'artistes dans les différents champs des arts. Elle détermine comment nous allons obtenir un revenu, ce qui, en retour, redéfinit nos concepts et nos méthodes de production. On ne vend pas les droits de propriété sur un roman, un morceau de musique, etc., d'une manière tant soit peu comparable aux droits de propriété sur une peinture. Un peu comme chez Kandinsky tout à l'heure, il ne s'agit pas chez Byrne de rejeter le marché de l'art en tant que sous-produit du capitalisme ou parce que l'art devrait par principe échapper à toute forme économique. La principale préoccupation de Byrne est bien l'impact des modes de valorisation sur la création. Je répète, le marché, donc je cite de nouveau, détermine comment nous allons obtenir un revenu, ce qui, en retour, redéfinit nos concepts et nos méthodes de production. Or, le marché, et en particulier celui de la revente, où se définissent les prix et la cote, s'avère hors de portée des artistes, dont le rôle est cantonné à l'économie de production. Je cite à nouveau. Les artistes n'ont-ils pas leur mot à dire sur le marché? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'artiste, en tant que producteur, n'est sous contrat que dans un marché de production. Une fois que l'œuvre a été vendue sur le marché, alors elle entre dans un marché strictement d'échange, un marché où les biens sont simplement échangés et ne requièrent plus la moindre production. C'est là que toutes les manipulations peuvent avoir lieu et ont de fait lieu. Paradoxalement, le développement de la cote, qui transfère le prix et donc la marchandisation de l'œuvre vers l'artiste, semble exclure encore davantage ce dernier du marché de l'art, dont il devient un objet passif plutôt qu'un agent actif. Cette exclusion de l'artiste de la marchandisation de ses produits est d'autant plus problématique, explique Byrne, lorsqu'on considère, donc je le cite à nouveau, à quel point les manipulations sur le marché d'échange déterminent le prix sur le marché de production et ont, par rétroaction, un effet sur la création elle-même. Donc Byrne rejoint ici de nouveau l'argument formulé par Kandinsky. La formation des prix de marché des œuvres est un problème qui doit être pensé comme étant en amont et non en aval de la production. Une fois cet état de fait connu, estime Byrne, il ne reste plus aux artistes qu'à subir passivement un système qui contraint leur création, ou bien à se résoudre à jouer eux-mêmes le jeu du marché et participer à la construction de leur propre cote et de celle des autres. Les propositions alternatives que les artistes s'efforcent alors de construire consistent précisément à penser la manière dont pourrait s'articuler, de manière plus satisfaisante pour eux, l'économie de production et l'économie d'échange des œuvres. Autrement dit, la manière dont les artistes pourraient devenir des acteurs à part entière de la formation des prix. En réponse à l'article d'Ian Byrne, l'artiste Adrian Piper fait paraître un texte intitulé « A Proposal for Pricing Works of Art », dans laquelle elle part du principe que, donc je la cite, « La valeur d'échange doit être identique à la valeur de production, soit la somme des coûts des matériaux et des coûts du travail, en précisant que ces derniers ne doivent pas dépasser le niveau de rémunération d'un fonctionnaire moyen. Pour Piper, si le coût de production doit déterminer la valeur d'échange de l'œuvre,
c'est parce que l'économie de production détermine, au moins en partie, la valeur esthétique. Elle écrit, quoique la traduction de la valeur de production en valeur esthétique ne puisse être comptabilisée en termes monétaires, la production, l'histoire matérielle de l'œuvre, est une composante nécessaire de sa valeur esthétique. Cela suggère la possibilité, continue Piper, d'incorporer à l'œuvre elle-même la valeur de production comptabilisée. Par exemple, en l'inscrivant quelque part sur l'œuvre. Elle pourrait ainsi apparaître en tant que partie de l'œuvre ou être ajoutée à la signature de l'artiste, la date de réalisation ou le titre de l'œuvre. La proposition d'Adrienne Piper s'inscrit dans la lignée d'un foisonnement d'expériences pratiques tout au long des années 1960 sur des modalités alternatives pour établir le prix des œuvres. La plus célèbre d'entre elles est sûrement celle de l'artiste français Yves Klein, qui, en 1959, décide de vendre des œuvres invisibles, des œuvres qu'il appelle immatérielles, contre un certain poids d'or fin, selon une procédure rituelle qui intègre la vente à l'œuvre d'art elle-même. Les problèmes de la mise à prix de l'art, de son échange, qui était traditionnellement considéré comme extérieur à la création, sont ici intégrés au sein même de la pratique artistique et de son pouvoir réflexif. La même année, en 1959, l'artiste italien Giuseppe Pino Galizio propose de vendre sa peinture abstraite au maître. On trouve dans sa galerie de Turin des rouleaux couverts d'une peinture abstraite colorée et texturée, des rouleaux longs de 12, 15 et jusqu'à 70 mètres. Muni d'une paire de ciseaux et d'un étalon de bois, l'artiste vend la longueur demandée, avec des prix dégressifs selon la quantité achetée. L'idée se retrouve aux États-Unis quelques années plus tard. En 1970, l'artiste Robert Morris crée ainsi la Guilde des artistes ambulants, qui se propose de fournir divers services artistiques pour 25 $ de l'heure, plus frais de production et de transport. 2 ans plus tôt, en 1968, Morris avait déjà vendu une autre œuvre, à la frontière du land art, au poids. 4 080 $ pour l'ensemble de l'œuvre, ou 3 $ les 500 grammes. Plutôt qu'un prix au mètre, au poids ou à l'heure, l'artiste Carl André, lui aussi associé à l'art minimal, pense le prix en fonction du coût des matériaux. En 1967, il vend des œuvres identiques, de même format géométrique, en fonction du prix de marché des matériaux bruts qui les composent, aluminium, fer, zinc. 4 ans plus tard, pour sa dernière exposition à la Galerie Douane de New York, Carl André choisit un système différent. Il fixe le prix des œuvres qui sont exposées en galerie à, je cite, 1% des revenus annuels de l'acheteur. Ce mode d'établissement des prix l'éloigne de l'idée d'une valeur intrinsèque fondée sur le prix des matériaux pour faire de la valeur une condition extrinsèque relative aux revenus des collectionneurs. Pour son exposition à la Galerie Givaudan à Paris en 1968, l'artiste Louis Kahn, associé au groupe d'obédience marxiste Support Surface, met à nu le détail de ses coûts de production pour justifier ses prix. Il additionne ainsi le prix des matériaux et des fournitures, le coût du travail, la TVA et le pourcentage réalisé par la galerie pour aboutir à un prix présenté comme juste et transparent. Je note pour ceux qui voudraient refaire le calcul qu'il y a une erreur d'ailleurs de calcul dans ce texte. Notons toutefois que, ce faisant, vous le voyez, il distingue le travail manuel, qui est chiffré à 30 francs de l'heure, et le prix du travail intellectuel, 5 fois plus élevé, et qui, lui, n'est pas expliqué ni décomposé. Un dernier exemple de ces dispositifs d'interrogation de la construction du prix de vente au sein même de l'œuvre d'art est la série de watercolors réalisée par l'artiste américain Edward Kinholz en 1969. Il s'agit d'aquarelles de dimensions constantes qui laissent chacune apparaître la feuille quasiment vierge, à l'exception de 2 traînées de couleurs appliquées horizontalement, et au centre, inscrit au pochoir, le prix en dollars, donc de 1 $ à 10 000 $, ou l'objet de troc contre lequel ces œuvres doivent être échangées. L'expérience ludique d'échange à laquelle ces œuvres donnent lieu se révèle dans ces photographies de vernissage qui montrent une acheteuse se présentant avec un vilebrequin ou
le créateur de mode, Rudi Gernreich, offrant l'une de ses robes en échange de For a Rudi Gernreich Original. Les acheteurs se précipitent aussi pour acheter les aquarelles monétaires les moins chères, qui s'échangent donc à quelques dollars. Kinross envisageait ces watercolors comme une tentative à vocation non seulement pratique, dans l'expérience particulière qu'elle offre dans l'échange avec le collectionneur, mais aussi une expérience théorique, en repensant le fonctionnement du marché de l'art et plus généralement de l'économie monétaire. Il explique « Ce que j'ai fait en réalité, c'est émettre une monnaie d'un type nouveau, qui n'est pas dépendante du système monétaire normal. Tandis que l'inflation augmente, elle entraîne avec elle ma monnaie, et, d'une manière particulière, elle l'apprécie, alors qu'elle dévalue le dollar, le livre, le mark, le franc. » Comme le relève à l'époque un autre artiste, Larry Rivers, au sujet des watercolors de Kinross, le marché a tendance à valoriser toutes les œuvres d'art d'une même série, à dimensions, concepts, matériaux et périodes comparables, au prix le plus élevé atteint par l'un des éléments de cette série. C'est le principe même de la cote. Si ce principe est respecté, poursuit Larry Rivers, au fur et à mesure que des watercolors au prix les plus élevés sont achetés, l'ensemble des acquéreurs des œuvres les moins chères devraient voir leurs biens prendre de la valeur. Kinross lui-même reprend cet argument dans son texte de 1974. « Quiconque achète une pièce de la série ne risque qu'un seul dollar, car l'acheteur précédent vient de payer le même prix moins $1. L'acheteur avant lui, le même prix moins $2, etc. La série a une base suffisamment large et marche bien en pratique comme en théorie. » Par ailleurs, Kinross décide que la première et la dernière œuvre de la série, donc for $1 et for $10,000, ne pourront être vendues qu'ensemble. Ainsi, c'est Kinross qui poursuit, la situation permet à l'acheteur des $10,000 de voir immédiatement son investissement doubler de valeur, puisque la toile payée $1 en vaut désormais, elle aussi, 10 000. En advenant, poursuit l'artiste, une telle vente devrait techniquement élever tous les watercolors monétaires à ce même prix, quelle que soit leur valeur faciale. Kinross s'amuse donc ainsi de l'intérêt particulier des collectionneurs pour la première et la dernière pièce d'une série, et en fait l'occasion d'une nouvelle règle du jeu qui explore l'économie de l'édition et de l'établissement des cotes artistiques. Ces exemples me semblent révélateurs de 2 points sur lesquels je souhaiterais terminer et conclure, et qui concernent pour l'un la nature des savoirs économiques revendiqués par les artistes, et pour l'autre la manière dont ces savoirs s'incorporent à l'œuvre d'art. Premièrement, il me semble que les connaissances fines déployées par les artistes quant à la valorisation de leur travail ne peuvent décidément être réduites à un simple point de vue, mais relèvent d'un véritable savoir économique. Les artistes eux-mêmes l'ont largement revendiqué, en proclamant que leur position de producteur au sein du champ artistique leur offrait une perspective sans égale pour élaborer un savoir non seulement sur le commerce de l'art, mais sur l'économie en général. L'économie de l'art s'offre alors comme un laboratoire théorique et pratique pour repenser les questions de valeur, de travail, d'échange, de propriété. Prenons l'exemple de Robert Filiou, qui est, comme Vassili Kandinsky, un transfuge de l'économie, puisqu'il étudia l'économie à l'Université de Californie et travailla plusieurs années en tant qu'économiste avant de tout quitter dans les années 50 pour devenir artiste. En un sens, il ne cessa jamais de se penser économiste, et tout au long de sa carrière d'artiste, il se proclama l'auteur de principes d'économie poétique de toute première importance. Pour autant, Filiou ne prétendit jamais s'appuyer sur sa formation d'économiste pour justifier une quelconque expertise en la matière, bien au contraire, et les formules mathématiques qu'il se plaît à utiliser sont toujours truffées d'erreurs. Vous pouvez les rechercher là aussi sur le tableau. Comme il le rappelle lui-même à de nombreuses reprises, ce n'est pas la lecture de divers auteurs ou divers concepts qui lui ont inspiré ces principes, mais c'est l'expérience quotidienne des conditions matérielles de survie des artistes. L'économie artistique, avec ses contraintes, ses succès, ses échecs, lui apparaît comme le meilleur microcosme pour étudier l'économie dans sa globalité. Il écrit « J'ai pensé qu'il serait intéressant de raconter comment les artistes gagnent de l'argent et comment ils le dépensent. C'est à partir de ces débuts modestes que j'ai développé certaines idées.
j'ai l'impression que ces réflexions pourraient aboutir à une nouvelle théorie de valeur sur laquelle on pourrait baser le nouveau modèle économique dont nous avons tant besoin. Ce rejet de l'expertise au profit d'un savoir profane, constitué dans la pratique, est caractéristique des artistes que j'ai cités ici. Il s'agit de revendiquer la possibilité d'un savoir qui ne relèverait pas du discours scientifique, mais qui aurait pour autant toute légitimité à s'affronter avec lui à part égale dans le débat public. En 1984, par exemple, Joseph Beuys est invité à débattre avec 3 économistes de la conception du système monétaire qu'il a élaboré tout au long des années 1970 à l'occasion de manifestations artistiques, universitaires et politiques. Enjoint par un interlocuteur de déterminer s'il s'agit là d'opinion sur l'argent ou d'un savoir sur l'argent, Beuys est très clair. Il nous faut bien entendu exprimer un savoir sur l'argent, un savoir très précis et clairement délimité, que l'on puisse prouver et vérifier par l'expérience, un savoir qui puisse être contrôlé par la pensée humaine, bien entendu. Avez-vous remarqué, comme ceux qu'on appelle les spécialistes, m'imputent sans cesse un manque de sérieux scientifique, parce que je dois rester un artiste au sens démodé du terme ? Bien évidemment, c'est un topos ancien qui se rejoue dans cette confrontation, voire cette mise en concurrence entre savoir artistique et savoir scientifique. Mais au-delà des postures, mon propos est de mettre l'accent sur les échanges et les circulations entre les différentes formes de savoir qui s'articulent historiquement autour de ce point d'intérêt commun, l'économie de l'art et les enseignements que l'on pourrait en tirer pour l'économie en général. Les frontières sont en effet plus perméables que l'on peut s'y attendre et permettent des circulations dans les 2 sens. On peut prendre l'exemple de l'artiste allemande Charlotte Posenenske, qui, à l'inverse de la trajectoire de Kandinsky ou de Filiou, quitte le monde de l'art pour celui de la recherche universitaire en sociologie économique. En 1967-68, Charlotte Posenenske est aux avant-postes d'un art que l'on peut décrire comme minimaliste. Elle conçoit des unités sculpturales géométriques à l'esthétique industrielle qu'elle assemble de différentes façons pour proposer des structures évolutives. Sa pratique l'a conduite à réfléchir aux conditions de production des objets artistiques et extra-artistiques, puisque ces sculptures sont conçues sur le modèle d'unités standards, susceptibles d'être ensuite reproduites en série en atelier. Après mai 68, Posenenske abandonne ses projets artistiques pour reprendre ses études et se tourner vers la sociologie du travail. Son mémoire de recherche, coécrit avec Burkhard Brun, mêle enquête de terrain en usine et recherche théorique. Il est publié en 1969 sous un titre qu'on peut traduire par « Allocation du temps et valeur du travail, une critique méthodologique, estimation de la performance, système d'allocation du temps, évaluation analytique du travail ». Il s'agit d'une enquête sur les modes de mesure du temps nécessaires à l'exécution des différents gestes sur la chaîne de montage et aux modes de rémunération qui en découlent pour les ouvriers qui exécutent ces gestes. On comprend dans ce texte comment les réflexions sur la valeur du travail, sur le rapport entre gestes et production, nourries au sein d'une pratique artistique, peuvent ensuite être transférées dans le champ scientifique. Le deuxième point sur lequel je souhaiterais conclure concerne la manière dont ces savoirs d'un genre particulier affectent éventuellement notre propre production de savoir. Autrement dit, pourquoi s'intéresser à ces savoirs d'artistes sur l'économie, que ce soit sur l'économie de leur travail ou sur l'économie en général? Qu'est-ce que cela change pour nous de savoir qu'ils savent? La réponse à cette question dépend certainement du positionnement disciplinaire de chacun et des questions que chaque discipline entend poser à ces objets. Les économistes considéreront, peut-être à raison, que les traités d'économie rédigés par Robert Filiou ou Joseph Beuys ne sont que des élucubrations arrangées aux côtés d'autres bizarreries dans l'histoire de la pensée économique hétérodoxe. Les sociologues argueront, à raison sans doute, que des expériences d'établissement alternatif du prix dont j'ai parlé aujourd'hui ne sont finalement que des exemples très anecdotiques et qui n'ont jamais affecté significativement le fonctionnement du marché. Comme l'écrivait d'ailleurs l'artiste Alan Caprow en 1964, une peinture n'a jamais changé le prix des œufs. Mais pour nous, historiens d'art, ces savoirs alternatifs sont très importants, car ils affectent la création. Les exemples que j'ai commentés ici présentent l'effort réflexif d'artistes pour lier ensemble l'économie de production, dont ils sont partie prenante, et l'économie d'échange qui leur échappe.
Pour ce faire, les artistes rejoignent la proposition formulée par Adrian Piper, que je citais tout à l'heure. Là, c'est moi qui souligne. La proposition d'incorporer à l'œuvre elle-même la valeur de production comptabilisée, par exemple en l'inscrivant quelque part sur l'œuvre. Elle pourrait ainsi apparaître en tant que partie de l'œuvre ou être ajoutée à la signature de l'artiste, la date de réalisation ou le titre de l'œuvre. Dans le cas de Kinross, cette incorporation matérielle du prix à l'œuvre d'art est littérale. Mais même dans le cas de revente future, le prix initialement décidé par l'artiste restera inscrit au cœur de l'œuvre et l'accompagnera comme un écho, comme une critique. Mais au-delà de ces cas limites qui mettent en scène de manière réflexive et visible ces mécanismes, il nous faut entendre ce que soulignent Ian Byrne ou Vassily Kandinsky avant lui. Dans tous les cas, les artistes intègrent dans leur création les critères de valorisation de leur travail. Autrement dit, ce qui se passe en aval sur le marché a des conséquences rétroactives en amont dans la production. Accepter ce postulat me semble avoir des conséquences méthodologiques importantes pour l'histoire de l'art. Cela implique de considérer que l'étude du marché de l'art n'est pas simplement, voire n'est pas prioritairement une affaire de réception, de circulation et de diffusion des œuvres, mais bien une affaire de création. Cela suggère aussi qu'il nous reste encore du travail pour affiner les outils offerts par l'histoire sociale de l'art en la matière, puisque ni, évidemment, le déterminisme économique, ni le modèle actuellement en vogue de l'artiste stratège ne permettent réellement de rendre compte de la manière dont l'économie de l'art s'intègre matériellement à l'œuvre, comme une contrainte créative, plastique, au même titre que le support ou le matériau. Je vous remercie.